Donc, rebonjour à tous. Aujourd'hui, on va pouvoir expliquer le métier de Patricia grâce à MyFuture. Donc, j'ai Patricia qui va expliquer son métier en tant que traductrice et Thomas de l'équipe MyFuture qui Bonjour. est là. Alors, Thomas, il pourra répondre à toutes vos questions lorsque vous les poserez dans le chat. Il les fera remonter. On a un petit temps en fonction des différents sujets qu'on va aborder où Thomas pourra du coup nous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas et soyez patient le temps que Patricia a terminé son explication. Pour rappel, aujourd'hui, MyFuture donc, a une plateforme qui s'appelle Stage Découverte. Donc, pour les nouveaux, en fait, c'est une plateforme qui permet qui diffuse en fait des offres de stage. Donc, il est possible pour vous de vous créer un compte et d'accéder à différentes offres de stage. On a 6000 entreprises partenaires avec un bon nombre d'offres de stage malgré la situation particulière. Donc voilà. Donc Patricia va pouvoir se présenter. Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Patricia de Rispel. En fait, je suis espagnole. Je suis née à Barcelone, mais j'habite à Albi en ce moment. Et voilà, je viens pour parler de mon métier d'interprète de conférences et de traductrice. Et Patricia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu avant de commencer la différence entre traductrice et interprète? Bien sûr. En fait, la traduction, les traducteurs sont les gens qui traduisent tout ce qui est texte. Alors, s'il y a un document, un article, une page web qu'on veut mettre dans une autre langue, alors il y a un traducteur ou une traductrice qui va traduire un écrit. Et voilà, ça c'est la traduction. Après, il y a une autre, c'est que par exemple, comme vous voyez derrière moi, qu'il y a des conférences et on a besoin de traduire la conférence en live. Alors ça, normalement, les gens connaissent comme la traduction simultanée, mais en fait, ça s'appelle l'interprétation. C'est pas tout ce qui est parlé, c'est pas les traductions, sinon interprétation. Et ça, c'est la différence. Traduction écrite, interprétation parlée. Merci Patricia pour cette petite explication. Donc aujourd'hui, finalement, tu vas nous expliquer le métier d'interprète. Oui, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier comme si tu l'expliquais à ta grand-mère en quelques mots pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu mieux en profondeur ce que tu fais au quotidien? Bien sûr. Je vais vous mettre... voilà. Je vais partager mon écran. Vas-y. Et voilà. Parfait. Voilà, ça c'est moi en train de travailler. Et voilà, comme je disais, en fait, moi j'ai fait les deux métiers, mais aujourd'hui on va juste parler de l'interprétation. Il y a les traducteurs et les interprètes. Alors moi je travaille, je suis auto-entrepreneur. Ça veut dire que je travaille pour moi-même. Je ne travaille pas pour quelqu'un ou une entreprise, sinon qu'il y a les différentes entreprises. Je travaille pour différentes entreprises et chaque fois, c'est une entreprise avec qui je vais travailler. Ça peut être des agences de traduction, ça peut être des entreprises privées. Et voilà, ça dépend de la mission que je vais faire. Ça sera une entreprise ou une autre. Je travaille normalement. En fait, l'interprétation, pour ceux qui ne les connaissaient pas, en fait, c'est quand il y a quelqu'un qui parle, par exemple, là, si moi, j'étais en train de faire une conférence, il y aurait quelqu'un qui serait en train de dire la même chose en espagnol, par exemple. L'interprète, il faut qu'il écoute ce qui est en train de dire la personne qui parle. Dans son cerveau, on va commencer à analyser les messages qu'on est en train d'entendre et en même temps, on va dire les messages, on va les dire dans une autre langue. Ça peut être espagnol ou n'importe quelle langue.
Alors, on doit faire beaucoup de choses à la fois. On doit écouter, on doit analyser et on doit parler dans une autre langue. Et ça veut dire qu'on doit écouter, mais aussi on ne doit pas juste écouter la personne qui parle, mais on doit nous écouter à nous-mêmes pour voir ce qu'on est en train de dire et pas nous dire n'importe quoi. Alors c'est pour ça que c'est un travail très très difficile et que très fatigant. Et c'est pour ça qu'on travaille toujours à 2 personnes. Comme vous voyez dans les photos, là c'est les photos des cabines d'interprétation. Et normalement, les cabines, c'est pour 2 personnes parce que on a besoin de se reposer tous les 30 minutes, 40 minutes, ça dépend du sujet. Et aussi, c'est très bien d'avoir quelqu'un à côté qui peut, par exemple, écrire les numéros ou les noms ou des choses qui sont un peu difficiles. Et peut-être il peut nous aider. Alors, c'est très bien d'avoir toujours un collègue à côté, à notre côté. Après, voilà, comme je travaille. Pardon, Megan, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 j'avais juste une petite question, comme tu nous disais que vous pouvez être plusieurs pour vous relayer. Au bout de combien de temps, finalement, vous faites un échange ou une En rotation? fait, oui, ça dépend en fait, ça dépend des interprètes et ça dépend aussi des sujets. Parce que, par exemple, il y a des sujets qui sont très faciles, très générales et ça, voilà, c'est plus facile à interpréter parce qu'il n'y a pas beaucoup de terminologie ou il n'y a pas beaucoup à analyser. Mais il y a d'autres sujets, par exemple, si c'est une conférence sur médicale, par exemple, que c'est très, très technique, très compliqué. Alors là, ça fatigue beaucoup plus et là, on décide d'échanger avant. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'on parle quand on arrive dans la cabine. On parle à notre collègue et on dit, quand est-ce que tu veux qu'on change? Et on dit, bon, soit 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, ça dépend. Ok. Voilà. Et quels sont les sujets que tu peux interpréter? En fait, c'est ce que j'aime bien de ce travail, c'est que chaque fois que j'ai une mission, bon, mission c'est quand je vais travailler, quand je parle de mission, c'est quand je vais travailler d'interprète. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que chaque fois que j'ai une mission, c'est complètement différent. Alors, par exemple, je peux parler, il peut y avoir une conférence de marketing, mais après, je peux aller dans une usine pour voir comment on fabrique les voitures, ou je peux parler voilà, d'un contrat où on peut faire voilà, une conférence ou l'assemblée d'une entreprise. Alors ça, c'est très très différent et c'est ce que c'est très bien parce que voilà, chaque fois qu'on travaille, on apprend quelque chose de différent parce que voilà, chaque fois c'est un thème différent, un sujet différent qu'on apprend. Et voilà, c'est très bien parce qu'après, on sait beaucoup de choses et beaucoup de sujets différents. Merci Patricia. Est-ce que Thomas, nous avons des questions pour le moment? Non, pas encore de questions, Euh, euh, mais je vous fais signe dès que c'est le cas. Pas de problème. Du coup, Patricia, pour faire un petit résumé avec tes premières petites explications, donc il s'agit en fait d'interpréter, donc tu te rends physiquement dans des assemblées, dans des conférences, et tu interprètes ce que finalement le client dit dans une autre langue qui pourrait être soit l'espagnol, soit l'anglais. Mhm. Et tu Oui. retraduis, donc si c'est de l'espagnol, à l'anglais, et si c'est de l'anglais à l'espagnol, ou tu fais du français également? En fait, j'ai fait les deux langues. J'ai fait le français et l'anglais. Et en fait, normalement, quand on va dans des conférences, il faut faire les deux langues. Ça s'appelle, il faut faire un retour. Alors, normalement, ils vont me dire, voilà, il y a une conférence sur
C'est pas, par exemple, j'ai fait un cours sur les vins, par exemple, et en fait, c'était des gens, des Espagnols qui venaient donner un cours en France. Alors, la plupart du temps, c'était les Espagnols qui parlaient. Alors, moi, je devais faire l'interprétation vers les Français. Mais parfois, s'il y a des questions ou s'il y a des commentaires du public, alors il faut faire à l'inverse. Alors, il faut faire des Français vers l'espagnol. Et la même chose pour l'anglais. Ok, parfait. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à tes missions et à ton métier? Peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus avec une journée type. Alors juste avant, si vous permettez, j'ai des questions qui sont arrivées dans la conversation. Je t'en prie, Alors Thomas. déjà une première question d'Armine. Merci beaucoup Armine, qui voudrait savoir si tu traduis, enfin quand tu fais de l'interprétariat, est-ce que tu traduis tout le temps la même personne ou est-ce que ça change? Oui, c'est une très bonne question. En fait, ça dépend. Il y a parfois, par exemple, il y a une conférence où il y a juste une personne qui va parler tout le temps. Alors là, ça va être la même personne. Mais après, ça peut être, par exemple, un cours où il y a 2 ou 3 personnes différentes qui vont parler. Alors là, ça va changer. Mais en fait, moi, je peux être, par exemple, c'est mes 20 minutes, mes 30 minutes de travailler. Et ça peut arriver que pendant ces 30 minutes, la personne qui parle change. Moi, je vais pas changer. Alors, je vais pas passer à mon collègue, mais je vais dire pour les personnes voilà, qui sont là, je vais dire, il y a quelqu'un d'autre qui commence à parler. Mais voilà, je vais continuer à interpréter. Et voilà, ça peut être 2 personnes, 3 personnes, ça dépend. Très bien. D'autres questions encore? Alors je sais qu'il y a une séquence tout à l'heure sur les études, peut-être qu'on pourra y venir. On voudrait savoir si les études sont compliquées. C'est une question d'Eddie. Merci beaucoup Eddie. Ah oui, merci Eddie. Mais en fait, les études, peut-être, c'est un peu compliqué. Mais en fait, c'est les métiers qui est compliqué. Et en fait, c'est un métier que quand on finit les études, moi, je crois qu'on n'est pas encore très préparé pour commencer à travailler tout de suite, par exemple, dans une conférence de l'ONU, on dirait. Alors, voilà, c'est un métier qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'expérience. C'est pour ça que normalement, les meilleurs interprètes, c'est des gens plus âgés. Et nous, quand on sort de l'université, normalement, ce qu'on peut faire, c'est par exemple des volontariats, des bénévolats, où on peut demander d'aller à l'université, faire des stages, par exemple, où voilà, ou par exemple, parfois, on peut aller dans une conférence où il y a un interprète qui va interpréter. Nous, on peut être à côté en train d'écouter. Comme ça, on apprend. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai trouvé que l'université, c'était pas hyper dur parce que moi, j'adorais, c'est ce que je faisais. Alors peut-être quand on a une passion, voilà, même si c'est difficile, non, on veut toujours faire mieux. Alors pour moi, c'était même si c'était difficile pour moi, mais j'adorais que c'était difficile. Sinon, voilà, c'est trop. Non, c'est trop facile. Mais après, ça a été un peu difficile pour moi pour commencer à travailler parce que je sentais que j'avais pas la confiance. Il fallait que je me sentais pas préparée pour commencer à interpréter. Alors, ça m'a pris un peu de temps de commencer. Ok, très bien, très bien. Donc des études faciles parce que tu es passionné et un métier difficile qui demande de l'expérience, si j'ai bien Oui, compris. voilà, c'est ça. Super. Et alors, et donc combien d'années d'études nous demande Mathis également? En fait, il y a je suppose que c'est la même chose ici, il y a une licence de traduction et interprétation. Normalement, c'est une licence de 4 ans. Moi, c'est ce que j'ai fait en Espagne, c'était une licence de 4 ans.
Alors, normalement, là, les 2 premières années, ils sont pareils pour tout le monde. Alors, parce que dans le métier, tu vas apprendre la traduction et l'interprétation, tu vas faire les deux. Et les 2 dernières années, tu vas te spécialiser. Tu vas dire si tu veux faire plutôt la traduction ou plutôt l'interprétation. Et moi, j'ai pris l'interprétation. Et alors, ça veut dire que là, tu vas continuer à étudier la traduction, mais tu vas faire beaucoup plus d'interprétation qu'avant. Une fois que tu as fini l'université, en fait, il y a différentes options. Tu peux rien faire et juste commencer à travailler ou continuer à pratiquer, ou tu peux faire des masters. Et en fait, il y a des masters de l'Union européenne il y en a un peu partout. Et par exemple, il y a le master à Paris qui est très important. Il y a un master à Genève, mais il y en a beaucoup en fait. Il y en a en Espagne, il y a différents masters. Mais en fait, normalement, ces masters, ils sont un peu visés à travailler pour les institutions. Alors, ça veut dire l'Union européenne, les parlements ou même l'ONU. Alors peut-être que quand tu fais l'interprétation, tu ne veux pas nécessairement aller travailler à l'ONU ou à l'Union européenne parce que tu peux très bien travailler dans les marchés privés. Il ne faut pas être à l'ONU ou au Parlement pour être un interprète. Et alors ça dépend en fait de ce que tu veux faire après. Super, super. Et alors là, ce qu'on voit derrière toi, justement, c'est l'ONU, c'est le Parlement européen. Est-ce que Là, c'est l'ONU. l'ONU, ok. Oui, Super. oui. Et, voilà. Moi, en fait, mon rêve, c'est d'arriver à l'ONU. Alors, moi, je suis en train de me préparer là pour passer les examens de l'ONU pour pouvoir travailler là-bas. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. D'accord, super. Et donc ça veut dire que même quand on croit avoir fini les études et les examens, eh ben, il y en a d'autres, même quand on est adulte finalement, hein, c'est bien ça. Oui, en fait, moi, je crois que en fait, c'est un métier qui demande, en fait, c'est un métier que ça s'arrête jamais d'étudier et de travailler parce que d'abord, tu dois toujours avoir tes langues, voilà, travailler sur tes langues. Par exemple, moi, en ce moment, j'habite en France et voilà, j'ai l'anglais. Aussi, je travaille avec l'anglais, mais voilà, je ne parle pas beaucoup d'anglais parce que ici, voilà, je parle soit en espagnol avec ma famille, soit en français, voilà, quand je sors de la maison. Mais euh, sinon, l'anglais, il faut que je travaille sur l'anglais, sinon je vais le perdre. Parce que c'est ça, les choses avec les langues, c'est que c'est quand si on a une langue, mais on ne l'utilise pas, on va la perdre. Et voilà, nous, comme interprètes, on doit toujours être en train d'utiliser toutes les langues. Alors moi, j'essaye tous les jours de lire en anglais et en français, d'écouter la radio en anglais et en français. Et en espagnol aussi, parce qu'il ne faut pas oublier sa langue maternelle surtout. Il faut lire dans toutes les langues et après, il faut pratiquer et pratiquer et pratiquer et ça ne se finit jamais. Oui. Merci Patricia. Du coup, par rapport à tes petites explications de formation que tu continues et ton entraînement, est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu d'une journée type que tu as, par exemple, un peu dans la semaine? Bien sûr. Et en fait, voilà. Et en fait, les journées pour un interprète, c'est soit si on travaille dans l'Union européenne ou dans des institutions où on sait que tous les jours on va aller dans cette institution pour travailler. Sinon, normalement, c'est des journées et des semaines qui sont très différentes parce que je peux avoir, par exemple, une semaine où je travaille toute la semaine. Ou je peux avoir une semaine où voilà, j'ai pas d'émission, je reste à la maison et peut-être je fais la traduction ou voilà,
je suis avec mes enfants, voilà, ça dépend. Et, mais aussi, en fait, quand j'ai des interprétations, si par exemple, j'ai une interprétation pour la semaine prochaine, alors c'est ce que je dois faire, c'est étudier, c'est faire une recherche sur les sujets que je vais interpréter. Parce que c'est comme c'est toujours des sujets différents, il faut vraiment avoir la terminologie de la conférence qu'on va faire. Alors, ça veut dire que je peux passer une journée, 2 journées en fait, à étudier, à chercher sur le sujet. Peut-être que l'entreprise m'a envoyé des documents, des présentations ou des articles ou quelque chose qui est vinculé, qui est en connexion avec les sujets. Et alors, moi, je vais lire et je vais faire des glossaires. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, c'est tout petit. Mais en fait, voilà, je veux voir, c'est peut-être plus grand. On voit un petit peu, oui, en effet, c'est tout petit, mais on s'attend à... on peut imaginer. Alors, donc, finalement, tu te fais un petit dictionnaire. Voilà, je fais un dictionnaire de tous ces mots que je crois que vont apparaître dans l'interprétation. Comme ça, j'essaie de dire la même chose dans les 2 langues avec lesquelles je vais travailler. Après, dans mes semaines... pardon. Non, dis-moi, continue. Et après, il y a aussi, comme j'avais dit avant, comme je suis freelance, je suis auto-entrepreneur, ça veut dire que, par exemple, quand j'ai fini une interprétation, il faut que je fasse une facture. Alors, voilà, il faut que je suive tous les travaux que j'ai fait, que je fasse une facture, parce que si je fais une facture, on ne va pas me payer. Alors, ça, c'est très important. Et c'est moi qui dois gérer. Tu vois, l'entreprise, ils ne vont pas m'appeler et me dire, est-ce que tu veux faire la facture? Voilà. Et après, il y a des moments où on peut avoir un peu moins de travail. Alors, dans ces moments, il ne faut pas paniquer. Il faut juste peut-être trouver d'autres clients ou voilà, se mettre dans les réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'utilise LinkedIn à niveau professionnel. Et là, on peut connecter avec des agences de traduction, avec des gens qu'on croit qui peuvent avoir besoin des interprétations, mais aussi avec des interprètes. Parce qu'à la fin, il y a beaucoup de cas où c'est les propres interprètes qui vont te donner un travail. Parce que s'il y a par exemple une entreprise qui m'appelle, il me dit j'ai besoin d'une interprétation pour la semaine prochaine. Et je vais dire, OK, c'est bien, mais en fait, est-ce que vous savez que vous avez besoin des 2 interprètes? Et parfois, ils disent, oui, je savais, mais on ne connaît pas. Est-ce que tu connais quelqu'un? Alors, ça va être moi-même que je vais chercher quelqu'un d'autre. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une très bonne relation avec tous les interprètes et d'être toujours en contact parce que tu ne sais jamais quand tu vas avoir besoin de quelqu'un. Et en fait, quand tu donnes du travail à un interprète, c'est très possible qu'après, il va te le rendre. Alors, c'est pour ça que voilà, c'est bien d'avoir cette connexion, ces réseaux d'interprètes où tu peux partager. Ok, merci Patricia. Donc là, lorsque tu disais que tu étais sur LinkedIn, donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un petit peu LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme où finalement on a un compte professionnel, un petit peu comme ceux qui en ont par exemple pour Stage Découvert. Vous avez votre compte en fait finalement avec vos données personnelles, vos informations, nom et prénom. Et en fait, c'est un réseau où il y a différents professionnels et où on échange sur différents sujets et où également pour les diplômés, on peut trouver notre prochain travail ou notre prochain stage pour les étudiants. Donc voilà. Et Patricia, tu nous disais que donc soit on te démarche, soit c'est toi qui vas aller chercher ta nouvelle entreprise, comme tu es ton propre patron. Mais c'est plus les gens qui viennent te chercher ou plus toi qui est à la recherche de nouveaux clients? Ça dépend. En fait, moi je crois qu'il y a un moment où les gens commencent à te connaître. Une fois que tu as commencé à travailler, tu commences à avoir voilà, des repères. Les gens commencent à savoir qui tu es.
Et c'est toujours, il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent voilà, parce qu'ils ont aimé le travail que tu as fait. Et sinon, comme je disais, parfois c'est les interprètes qui viennent chercher. Et sinon, ça m'arrive voilà, d'aller chercher et de trouver parfois des interprétations. Et en fait, comme tu disais, je vais juste montrer pour ceux qui ne savent pas. Voilà, ça c'est LinkedIn, ça c'est mon profil de LinkedIn. Et alors là, voilà, on va mettre ce qu'on veut. Moi, j'ai mis mon logo, ma photo. Et après, en fait, c'est un peu comme si c'était un CV. En fait, je peux mettre tous les travaux que j'ai fait. Par exemple, ici, j'ai l'expérience. Alors, je vais mettre tous ces travaux que j'ai fait ou que je trouve que c'est important de dire. Après, j'ai aussi mettre mes études. Alors, et comme vous voyez ici, on peut avoir les logos de l'université, comme ça, c'est plus joli. Et après, et aussi, c'est quelque chose qui est très important ici, c'est d'avoir des recommandations. Alors, quand on fait un travail, c'est très important de demander aux personnes qui nous ont embauchés ou l'interprète qui a travaillé à côté de nous, de nous faire une recommandation. Alors, dire pourquoi ils ont aimé travailler avec nous. Comme ça, les gens, parce que là, dans le monde virtuel qu'on est maintenant, quand quelqu'un va t'embaucher, la première chose qu'il va faire, c'est aller chercher à Google ou LinkedIn ou Facebook pour voir si tu as un profil. C'est très important d'avoir un bon profil pour qu'ils voient directement qui tu es, qu'ils ont une idée. Et après, voilà, ils décideront s'ils t'embauchent ou pas. Mais voilà, c'est bien. Et voilà, et c'est bien d'avoir les recommandations d'autres personnes parce que ça donne un peu voilà, la confiance pour l'autre personne de dire bon, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé, que voilà. Merci pour toutes ces explications, Patricia. Il me semble, Thomas, qu'on a des questions, du coup, suite à ce que tu nous as raconté. Alors absolument, il y a plusieurs questions. Déjà, une première question de Malia qui voudrait savoir si, Patricia, c'est possible pour toi d'interpréter, de traduire des films ou des dessins animés. Ah, alors, bon, merci Maléa. En fait, là, c'est vrai, moi je crois que les films seraient plutôt des traductions. Alors là, on est sur les sous-titres ou sur je crois qu'en français on dit les doublages des films. Et alors ça, c'est une autre, voilà, c'est une autre branche, on dirait, de la traduction. Moi, je n'ai jamais fait. Moi, je crois que ça doit être quelque chose de très rigolo de le faire, mais non, je n'ai jamais fait. Et en fait, quand on fait un doublage, normalement, c'est les traducteurs, c'est eux qui vont qui vont écrire les textes et qui vont écrire les dialogues pour la version espagnol, français ou l'autre langue. Mais en fait, les personnes qui vont donner les voix, normalement, c'est des acteurs qui n'ont rien à voir avec des traducteurs. Et alors, ça, c'est aussi voilà, un autre métier. Et c'est des gens qui doivent avoir un très bon voix. Et normalement, c'est des acteurs qui font. Ouais. Merci Patricia. C'est vrai que ça peut prêter à confusion parce que là, tu nous parles d'interprétariat et un acteur en français, on dit aussi souvent que c'est un interprète d'un personnage. Oui. Donc, juste pour clarifier les choses, donc le métier de Patricia, quand elle dit qu'elle est interprète, c'est qu'elle traduit des gens qui parlent en simultané pendant une réunion ou une conférence. Et c'est pas la même chose que la traduction, où la traduction, on travaille sur un texte. On est chez soi, dans son bureau, et puis on va traduire un livre de l'espagnol au français, par exemple. Voilà. Voilà. Je continue, j'ai d'autres questions. Alors, il y a Eddie qui voudrait savoir, ça fait référence à ton rythme de travail, si tu as des week-ends ou des vacances. Ah oui, Eddie, ça c'est une bonne question, surtout au niveau familier. Parfois, c'est un peu difficile. En fait, il y a beaucoup de conférences qui se font les week-ends. Alors, c'est vrai que parfois, il faut partir les week-ends. Et parfois, c'est un métier que tu dois voyager pas mal. Et voilà, moi j'aime bien.
parce que je ne suis pas tout le temps en train de voyager, mais parfois, voilà, ça fait du bien. Moi, j'ai des enfants, je les adore, j'adore mon mari, mais parfois, c'est bien de sortir de chez lui, d'aller dans un hôtel, de connaître du monde, voilà, de se mettre, c'est très bien. Et oui, c'est vrai que parfois, c'est les week-ends que tu dois travailler. Moi, et parfois, les week-ends, par exemple, si tu es en conférence les lundis, bon, parfois, ça arrive que les week-ends, tu dois étudier pour la conférence du lundi. Alors, comme on est indépendant, les week-ends, les jours fériés, tout ça, c'est pas. Ça juste, pour moi, ça veut dire que j'ai les enfants à la maison. D'accord. Eh ben, très bien. Oui, alors c'est ça, tu es ton propre patron, mais par contre, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de jours précis sur lesquels tu travailles. Et donc, Armin nous fait une réflexion aussi qui nous dit que si on veut être interprète, pour se préparer, c'est vraiment important de faire ses recherches, même si l'entreprise ne l'a pas demandé expressément, on est d'accord. Mais en fait, parfois, il y a beaucoup d'entreprises qui ont travaillé avec des interprètes et qui savent comment ça marche. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui, par exemple, c'est la première fois qui vont prendre des interprètes et ils ne savent pas du tout ce qu'il faut faire. Et pour eux, et par exemple, il y a un problème parfois parce que c'est des entreprises quand tu demandes est-ce qu'on peut avoir les présentations, est-ce qu'on peut avoir des documents qui parlent un peu de l'entreprise pour savoir ce que vous faites et tout ça, en fait, ils disent non, c'est confidentiel, on ne peut pas vous donner ça. Nous, comme traducteurs, comme interprètes, on est toujours sujet à des contrats, des confidentialités. Alors, moi, si j'ai fait une interprétation, je ne peux pas, après, les documents que j'ai, je ne peux pas les partager avec personne. C'est quelque chose de confidentiel. Mais il y a des entreprises qui ne veulent pas. Et dans ces cas, en fait, même si l'entreprise ne demande pas, que parfois ils vont même pas savoir c'est ce qu'il faut faire, c'est très important de se documenter. Parce que sinon, tu vas aller dans la conférence et tu ne vas pas savoir de quoi ils vont parler. Alors, il faut vraiment savoir les sujets. Et si tu as, par exemple, quand ça arrive, que l'entreprise ne te donne rien, et ils te disent, non, mais je suis désolé, mais voilà, ils te donnent juste les sujets et, par exemple, les noms des présentations. Voilà, avec ça, tu dois commencer à chercher, et voilà, chercher n'importe quoi, mais pour savoir, c'est comme si tu plonges sur un sujet et tu commences à connaître beaucoup de choses. Et quand ils vont parler, peut-être que tu vas dire, ah oui, c'est ça que j'avais lu. Et alors, tu sais de quoi tu parles. Parce que c'est très difficile de traduire si tu ne sais pas de quoi tu parles. D'accord, merci Patricia. J'espère que ça répond à la question d'Armin. Alors, encore des questions, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors, session anonyme qui s'est pas renommée, mais je vais poser la question évidemment. Est-ce que tu as un travail annexe, un travail à côté donc de cet emploi d'interprète? Oui, en fait, moi, je suis traductrice aussi. Alors, j'ai fait la traduction écrite, j'ai fait des traductions des pages web surtout, et je donne des cours d'espagnol aussi. Et voilà, oui, j'aime bien, en fait, avoir. Voilà, moi, je crois que c'est bien d'avoir des différents. Bon, sauf quand je serai à l'ONU où je n'aurai pas besoin d'avoir un autre travail, mais pour le moment, j'aime bien d'avoir des différents travails. D'accord. Et alors, toujours d'autres questions d'une session anonyme. Quel est à peu près le salaire d'un ou d'une interprète? D'accord. Bon, ça dépend. Ça dépend du pays où tu es. Mhm. Et ça dépend, en fait, bon, je dirais qu'en France, maintenant, pour une journée d'interprétation, je dirais que c'est les minimums, c'est à 500 € la journée. Voilà. Et ça serait un salaire un peu minimum. Après, tu peux avoir, il y a d'autres entreprises qui vont payer 600 et après, il y a des entreprises qui peuvent gagner 900 € par jour. Et ça dépend, en fait, ça dépend de l'interprète, ça dépend, en fait, c'est nous qu'on va mettre nos propres tarifs
Mais il faut toujours, les problèmes, c'est quand il y a des interprètes qui disent non, je veux avoir tous les travails, alors je vais mettre ma tarif à 300 euros. Tu ne peux pas faire ça. Alors, parce que c'est mauvais pour ta réputation, pour la réputation de tous les autres interprètes. Et en fait, voilà, c'est possible que si tu commences à baisser les tarifs, il y a un moment où les interprètes ils vont plus vouloir travailler avec toi parce que voilà, et il faut faire, je sais pas comment dire, la compétence juste, je sais Ouais. pas si on dit comme ça. C'est ça, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Il faut payer les choses à sa juste valeur, quoi. Voilà. Voilà, pour avoir un service de qualité. Et Mhm. alors, je me permets de préciser un petit peu, c'est vrai que ça peut paraître une très grosse somme comme ça, 500 euros par jour, mais comme tu nous l'as expliqué, alors, si je ne me trompe pas, déjà, tu es indépendante, donc tu vas payer des charges sur ces 500 euros. Si je ne me trompe pas, c'est presque la moitié, on est d'accord? Oh, C'est ça un peu dépend plus, des. Oui, c'est 40%, je crois. 40%. Donc voilà, sur les 500 euros, on peut déjà en enlever presque la moitié. Et puis, si c'est le travail, si c'est le salaire d'une journée, ça paye aussi les jours de préparation avant où tu n'étais pas payé, on est bien d'accord. Oui, oui. Et comme je disais avant, c'est les jours de préparation. C'est toute la préparation des années et des années que tu as. Voilà, parce que si je t'ai dit, si vous faites l'université, vous sortez de l'université, vous essayez de faire une conférence, c'est très difficile. Alors, ça prend beaucoup de pratiques. Alors, tu es en train de prendre quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Mais aussi, c'est un travail qui demande, voilà, que c'est très, très dur à faire dans les moments. Alors, si tu as un jour d'interprétation, à la fin de la journée, tu es épuisé. Alors, tu peux, et si tu fais une semaine entière, à faire une conférence tous les jours pendant une semaine, je te dis, quand les vendredis arrivent, tu ne sais plus dire ton nom. Alors, ta tête est épuisée. Alors, c'est très, très difficile. Ouais, ouais, ça demande un travail où il faut être très attentif pour écouter et tout le temps réfléchir en permanence Oui, pour traduire, quoi, oui. oui. Donc ça, Et en c'est... fait, on disait, voilà, c'est pas, mais parfois, on fait des comparaisons. Mhm. Et alors, il faut avoir la concentration d'un pilote d'avion, en fait, parce que c'est tout le temps, tu es là en train voilà, de mener la conférence et tu dois être tout le temps là pour pas crasher la conférence. Voilà. Ok, super. Alors, d'autres questions, ça n'arrête pas. Là, il faut croire que tout le monde est très, très intéressé par ta profession. Euh, alors, je retrouve ça. Est-ce que tu as eu... ah oui, est-ce que le salaire est différent tous les mois? Et oui, et oui, c'est parce que comme ça, il y a des mois où j'ai beaucoup des interprétations, je vais avoir un bon salaire et il y a d'autres mois peut-être que je peux avoir juste une ou deux ou parfois dans des moments où comme voilà, c'est plus difficile, je peux avoir des mois où je n'en ai pas. Alors voilà, c'est pour ça d'abord que j'aime bien avoir un travail à côté parce que j'ai pas d'interprétation tous les jours. Et alors si voilà, si ça arrive que j'ai beaucoup d'interprétations, c'est super et je gagne bien mon mois. Mais sinon, alors j'ai quelque chose à côté et je ne me retrouve pas à la fin du mois avec zéro. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, un Mm. salaire qui peut effectivement varier selon le nombre Oui. de conférences que tu as. Et du coup, Bien, Patricia, monsieur. Ouais, pardon, bah, excuse-moi, Mylène. non, vas-y, Thomas. Je vais continuer, il y a d'autres questions. Je Mm. la retrouve. Il y en a plein, c'est pour ça, mais j'arrive tout de suite. C'est Mathieu, Matt, qui voudrait savoir depuis combien de temps tu es traductrice, Patricia? Ok, Matt, merci de ta question. Moi, j'ai fini ma licence, je l'ai finie en 2005. Et j'ai commencé à travailler, oui, 2006, 2007, comme ça, comme traductrice. Alors, ça fait.
Et comme je disais avant, ça m'a pris un peu de temps pour me sentir avec la force et commencer à interpréter. Et alors, je commençais à traduire en 2007, mais je commençais à interpréter plutôt en 2010. On dira, je suis interprète, ça fait 10 ans. Ok, ok, super, merci beaucoup. Encore une question sur dans ta journée type, les horaires de travail. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu là-dessus? Oui, alors ça, c'est la même chose. On ne sait jamais les horaires. Si par exemple, j'ai une conférence, alors je sais que la conférence, ça va être de 9 heures à 17 heures, ou je sais pas. Alors là, il faut que je travaille toute la journée. Si j'ai pas, par exemple, là, par exemple, je suis en train de faire des traductions. Alors là, c'est quand les enfants vont à l'école, je commence à travailler à 9 heures et j'ai fini, voilà, quand les enfants reviennent vers 16h30, 17 heures. Sauf si vraiment j'ai beaucoup de travail et il faut que après, quand les enfants rentrent, je continue à travailler. Alors ça m'arrive parfois, s'il y a beaucoup de travail, ça m'arrive qu'il faut que je travaille la nuit ou que je travaille le week-end. Mais sinon, normalement, oui, c'est ça, 9 heures, 17 heures. J'essaye. D'accord, super, merci beaucoup. J'espère que ça répond à la question. Il y a Eddie qui voulait savoir aussi si le Covid, justement, cette pandémie a affecté un petit peu ton activité. Ah oui, Eddie, en fait, moi, je voulais pas parler des Covid parce que j'en ai marre du Covid, mais oui, c'est vrai que ça a affecté beaucoup parce qu'en fait, nous, on fait des événements. Et les événements, depuis que la pandémie a commencé, il n'y en a plus. Et en fait, oui, ça a affecté beaucoup. En fait, ça a affecté la manière où on fait les interprétations parce que là, comme on ne peut pas voyager, on ne peut pas se rendre dans des réunions, il faut qu'on fasse les interprétations sur Zoom. Alors, voilà, on reste chez nous et en fait, les gens qui ont les Zoom des business, non, ils ont en fait l'option d'interprétation. On peut avoir des différentes chaînes et voilà, c'est très bien, on peut le faire, mais oui, oui, ça a changé, ouais, ça a bouleversé totalement ouais, comme beaucoup d'autres métiers, oui. Ouais. Mm. Ok, et ben écoutez, on va continuer à dérouler ta présentation parce qu'il nous reste déjà 15 minutes. Ça va très vite. Et il nous reste beaucoup de choses à dire. Donc continuez à poser vos questions dans la conversation et on les posera un petit peu plus tard. Et du coup, pour faire le tremplin, merci Thomas. Patricia, au niveau Ça fait quelque temps que tu exerces ce métier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de cette idée de métier, en fait, d'où ça t'est venu? Comment tu as trouvé ce métier finalement? D'accord. En fait, voilà, c'est moi, en fait, bon, je vais vous mettre ça après. Moi, quand j'avais 15 ans, je sais pas très bien pourquoi, mais j'ai décidé que je voulais aller vivre, faire un échange, aller vivre un an ailleurs. Et que, voilà, je crois qu'en Espagne, à ces moments, c'était ça se faisait beaucoup de gens qui allaient étudier un an voilà, dans une autre école. Et moi, je suis allée aux États-Unis. J'ai passé un an avec une famille aux États-Unis. Et voilà, c'était 10 mois. Il y avait personne qui parlait espagnol. Alors, en ce moment, il n'y avait pas Skype, il n'y avait pas WhatsApp, il y avait même pas Internet, en fait. Et moi, je me communiquais avec ma famille soit le téléphone, mais c'était hyper cher. Alors, on s'écrivait des lettres. Et ça veut dire que j'ai passé 10 mois à parler que l'anglais. Alors, quand je suis revenue en Espagne, je me suis dit, non, moi, je parle couramment l'anglais. Je ne peux pas le perdre. Il faut que je fasse quelque chose avec la langue. C'est pour ça que voilà, j'ai commencé à réfléchir. Il y avait prof d'anglais que je faisais un peu. Mais après, j'ai découvert la traduction. Et voilà, j'ai beaucoup aimé l'effet voilà, de traduire, de pouvoir en fait
quand on pense à un roman, par exemple, il y a quelqu'un qui va écrire un roman en espagnol et toi, grâce à toi, tu vas prendre ces romans et tu vas les traduire en français. Et c'est incroyable de dire quelqu'un qui ne parle pas l'espagnol va pouvoir comprendre un livre écrit dans une autre langue. Mais après, j'ai découvert l'interprétation et j'ai découvert les cabines d'interprétation. Et là, ça a été vraiment les plus beaux jours de ma vie. Et voilà, j'ai adoré non pas seulement de pouvoir transmettre la culture d'une langue à l'autre ou un message, mais de le faire tout de suite de manière simultanée. Et là, voilà, ça a été voilà, incroyable. Et voilà. Et là, dans la cabine, c'est là où je suis le plus heureuse. On voit l'émotion, tu nous transmets ton émotion. On sent vraiment que tu es passionnée par ce boulot. C'est incroyable. Oui, j'adore, vraiment. Et du coup, par rapport à ton parcours pour tes études, finalement, bah, tu t'es plutôt éclatée, si on comprend bien. Et quel est le chemin en fait que tu as pu suivre au niveau de tes études? Oui, en fait, voilà, moi j'ai fait voilà, mon bac littéraire voilà, à Barcelone. Et en fait, après, j'ai fait la licence de philologie anglaise et je suis sûre que personne connaît ce que c'est. C'est normal parce que... Alors non. Et en fait, ça veut dire que j'ai passé 4 ans à étudier l'anglais, mais pas juste la langue, mais l'histoire, la culture, la littérature, et pas justement de l'Angleterre, sinon que l'Angleterre, les États-Unis et tous les pays qui parlent anglais. Alors, on faisait littérature anglaise, littérature américaine, littérature de la Commonwealth, voilà, tout. Et c'était 4 ans, voilà, en train de voilà, submerger dans la culture anglaise et américaine. Et pendant que je faisais cette licence, je suis allée en Australie pendant un an parce que, en fait, tout le monde allait en Erasmus, tout le monde allait en Angleterre, en Écosse, et en fait, tout le monde s'éclatait, mais ils n'apprenaient pas l'anglais parce que quand ils allaient en Angleterre, il y avait plein d'Espagnols, et alors ça veut dire qu'ils faisaient ces groupes d'Espagnols. Et voilà, ils passaient 6 mois super rigolo, mais après, ils revenaient et ils n'avaient pas appris un mot de l'anglais. Et moi, je me suis dit, moi, c'est bien, mais je préfère vraiment m'éclater et apprendre l'anglais aussi. Et alors, je suis allée au bout du monde, en Australie. Et là, c'est voilà, cette photo où voilà, je suis toute jeune. Je suis allée un an et demi en Australie pour étudier voilà, l'université. J'ai fait d'autres travail, comme vous voyez, j'ai travaillé voilà, de serveuse aussi, j'ai travaillé voilà, tout, hôtesse, voilà, pour payer un peu mes études, et, voilà, pour avoir mon argent des poches aussi. Et après, j'ai commencé, en fait, entre les deux licences, j'ai mis 2-3 ans avant de commencer la traduction. Et alors, j'ai étudié la traduction et l'interprétation. Et après, voilà, j'ai commencé à travailler. Mais comme j'ai travaillé au début juste comme traductrice, c'est que c'est bien d'être traductrice, c'est que tu peux être n'importe où. Et alors, par exemple, quand j'ai connu mon mari, bon, et on s'est mariés, et en fait, on voulait faire un voyage de noces, hein, on dit un voyage de noces, Un voyage de de miel, ouais. Et on s'est dit, bon, on pourrait aller 2 semaines en Thaïlande, ou tout ça. Et après, on s'est dit, mais en fait, lui, il travaille aussi avec, et lui est indépendant aussi. Et on s'est dit, mais pourquoi, au lieu de passer 2 mois à 2 semaines, pourquoi on ne va pas vivre dans un autre pays? Alors, on a décidé d'aller en Nouvelle-Zélande et on a passé 6 mois en Nouvelle-Zélande et on pouvait continuer à travailler. Personne, même mes clients, ne savaient pas que j'étais en Nouvelle-Zélande. Je faisais mes traductions, je les envoyais. Et voilà, c'était super. Il faut voir
voilà, de pouvoir travailler dans un autre endroit. Et voilà, et après, j'ai commencé à travailler comme interprète. Et aussi, comme interprète, tu peux continuer à voyager. Et par exemple, je suis allée vivre en Colombie pendant 4 ans. Et, avec toute la famille, là, en ce moment, j'avais les enfants et on a décidé d'aller vivre en Colombie. Et là, j'ai travaillé comme interprète pendant 4 ans en Colombie. Et, et voilà, ça c'est un peu mon parcours. Et là, je suis en France. Eh ben, C'est c'est une super. super histoire, dis-moi. Donc ouais, c'est un des vrais avantages du travail de pouvoir se délocaliser et de travailler un petit peu d'où on veut. J'ai une question d'Armine qui voudrait savoir combien de langues peut-on parler au maximum ou en tant qu'interprète, interpréter, j'imagine, au maximum. Et si on apprend de plus en plus de langues et qu'on en parle d'autres, est-ce que notre dossier aura plus de chances d'être accepté par l'entreprise? C'est une bonne question et en fait, ça dépend. Parler beaucoup de langues, ça peut être très bien dans ton CV, mais après, il faut se méfier parce que tu peux. Moi, je crois que c'est très difficile de parler très bien beaucoup de langues. Tu peux parler bien des langues pour aller dans des pays, pour te faire comprendre et tout ça. Mais en fait, quand on interprète, on doit avoir vraiment une maîtrise de la langue. On doit savoir, en fait, il faut penser que quand on ne traduit pas des mots, on traduit des messages, mais on traduit aussi les cultures. La culture, on peut, comment est-ce qu'on va traduire une blague? Comment est-ce qu'on va traduire voilà, une connotation positive ou négative. Il faut savoir quand on entend la langue, si ils sont en train de faire de l'humeur, voilà, il faut avoir une très très bonne maîtrise de la langue. C'est vrai que si vous voulez être interprète, moi je vous dirais anglais, français, bon, français vous l'avez déjà, mais moi je dirais français, espagnol et voilà, peut-être russe, arabe, voilà, des langues un peu plus, voilà, qui sont un peu plus difficiles, ou même, ou même les langues du nord de l'Europe, suédoise, norvégienne et danois. En fait, à la traduction, c'est les langues les plus bien payées parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, voilà, si vous voulez investir à apprendre une autre langue, peut-être c'est des bonnes langues. Mais voilà, moi je crois que c'est mieux d'avoir 4 langues, mais très très bien parlées. Très bien, merci beaucoup Patricia. Je vais réfléchir à apprendre le suédois donc. Ça fonctionne pour moi. Et il y a Mélissandre et Emma qui voudraient savoir si justement, pendant tous ces voyages que tu fais, est-ce que tu continues toujours à traduire des textes Bien quand sûr, bien sûr, c'est pour ça que je peux voyager en fait. Ça m'a donné l'opportunité parce que en fait, quand on traduit, là, il y a quelqu'un qui t'envoie un email qui te dit, il faut traduire ça. Il t'envoie par email ce que tu dois traduire. Toi, avec ton ordinateur, tu fais la traduction et tu la renvoies. Alors, voilà, tu peux traduire n'importe où. En fait, par exemple, là, la semaine, les vacances de la Toussaint, moi, je suis allée en Espagne voir ma famille et j'ai continué à travailler. Alors, voilà, c'est ce que c'est bien. Avec l'interprétation, ça dépend. C'est plus difficile parfois parce que, voilà, par exemple, tu dois te faire connaître dans un endroit. C'est plus difficile de changer souvent des pays. Mais voilà, tu peux aussi. Moi, je suis allée en Colombie. Ça m'a pris un peu de temps pour commencer, mais après, voilà, j'ai travaillé là-bas. Alors voilà, ça dépend de ce que tu veux faire. Et voilà, il faut travailler pour, quand tu arrives dans un endroit, à te faire connaître. Alors maintenant, il y a Armin qui, je crois, est assez intéressé par ton travail, qui a OK. envie de vivre en Corée du Sud. Et il Oh, commence à apprendre la langue, bravo Armin. Mais il va aussi faire des études pour traduire le japonais parce qu'il aime aussi beaucoup cette culture et cette langue. Est-ce que ça fera pas un petit peu trop en plus du français, de l'anglais et de l'espagnol que Armin étudie déjà à l'école?
Là, ça fait 5 Bon, langues. c'est comme je disais, en fait, tu peux avoir. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, et peut-être c'est très important, je crois, pour les interprètes. En fait, quand tu interprètes, tu dois dire que c'est ta langue A, ta langue B et ta langue C. Ta langue A, c'est ta langue maternelle. Alors, c'est ta langue voilà, que tu parles depuis que tu es petit. Et tu peux avoir plusieurs langues maternelles. Par exemple, moi, je suis à Barcelone, je parle catalan et espagnol. Mais peut-être, voilà, il y a des gens qui ont des différentes langues. La langue B, c'est une langue que tu parles très, très, très bien. Alors, c'est presque natif, mais voilà, c'est une langue que tu as appris. Et la langue C, et en fait, la langue B, ça veut dire que tu peux interpréter vers cette langue et depuis cette langue et vers cette langue. Alors, moi, c'est l'anglais et je peux faire les interprétations de l'espagnol vers l'anglais et de l'anglais vers l'espagnol. Et après, il y a la langue C. Et la langue C, en fait, c'est une langue où tu interprètes que depuis cette langue. Alors, par exemple, si tu as japonais langue C, ça veut dire que tu peux faire l'interprétation du japonais au français, mais tu ne vas pas faire à l'inverse. Alors, moi, je dirais, c'est Matt, non, Armand Armin. Armin, pardon. Alors, moi, c'est ce que je dirais, c'est que tu peux apprendre, tu peux voir vraiment quelles sont les langues que tu crois les plus importantes qu'il faut faire les retours. Alors, par exemple, l'espagnol, peut-être c'est plus facile, et l'anglais, c'est basique. Mais après, si tu veux faire les coréennes et les japonais, commencer par une, pas faire les deux en même temps, et peut-être penser que de faire juste du japonais vers le français. Comme ça ne veut pas dire que c'est pas aussi bien, mais peut-être la maîtrise de la langue, c'est pas aussi forte que si tu dois faire aussi vers les Japonais. Je ne sais pas si c'était clair. Il me semble que si, Patricia, c'était très clair. Ben, merci en tout cas pour toutes ces réponses. On touche à la fin du live, donc on va finir avec tes derniers petits partages au niveau des stéréotypes qu'il peut y avoir sur ton métier. Mais avant, il me semble que tu voulais nous montrer ton métier en images. Ah oui. Donc je t'en prie. Alors, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. On ne traduit pas les mots, on traduit les messages. Et c'est ce qu'on dit, c'est que si on peut les dire, on peut l'interpréter. Il n'y a pas des choses qui sont trop difficiles. Alors, ici, vous voyez, en fait, en haut, à gauche, là, c'est les parlements européens. Comme vous voyez, il y a les sièges, les gens. Et en fait, si vous voyez, là, à la fin, ça, en noir, en fait, ça, c'est les cabines des interprètes. Alors, il y en a beaucoup, en fait, au Parlement. Il y a 24 langues officielles et il y a 270 traducteurs en planty, voilà, qui travaillent, je ne sais pas si on dit planty, qui travaillent qui sont embauchés pour les parlements. Après, à côté, on a Monsieur Macron qui s'est fait interpréter en langue des signes, parce que c'est aussi une langue, c'est voilà, pour les personnes malentendantes. Et en bas, on a, je crois, une très, très difficile interprétation. Et en fait, on a Monsieur Trump et Monsieur Poutine. Et on a à côté on a des interprètes. Et là, ce n'est pas l'interprétation simultanée, sinon c'est l'interprétation consécutive. Alors, c'est que s'ils sont en train de parler, nous, on prend des notes et une fois ils finissent de parler, l'interprète va dire ce qu'ils ont dit. À l'autre côté, c'est mon expérience. Je ne suis pas encore dans ces niveaux des présidents, mais moi, par exemple, on fait toujours, on peut faire les cabines, comme vous voyez. En fait, on peut avoir juste une cabine, comme c'est en haut, ou on peut avoir plusieurs langues. Par exemple, en bas, c'était une interprétation, on avait 3 langues différentes. Et alors, on était 6 interprètes, 2 par chaque langue. Et les autres, ça arrive parfois que c'est des interprétations qu'il faut faire un mouvement. Alors, on est en train de visiter une usine ou on est en train de faire, voilà, de se balader par une entreprise. Et alors, il faut faire l'interprétation. On a des dispositifs mobiles
Et voilà, tout le monde a, en fait, on ne voit pas, mais tout le monde a des casques et il nous entend voilà, quand on fait l'interprétation. Et voilà, c'est très bien aussi. Merci Patricia. Et du coup, par rapport à toutes ces petites images que tu nous as montrées, un petit peu qui peut être ton quotidien, est-ce qu'il y a des idées reçues ou des stéréotypes que les gens se font par rapport à ton métier et à ton quotidien? Voici comme, par exemple, comme je disais, il y a parfois il y a les tarifs, non? Parfois les gens ils disent, non, les interprètes, ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est vrai que voilà, le travail, comme on a dit avant, le travail qu'on fait, c'est très, très demandant. Alors, voilà, tu es en train de payer pour beaucoup de choses. Et parfois, pour l'interprétation et pour la traduction aussi, ils disent, bon, c'est trop cher, c'est ce qu'on va faire. Je vais dire à mon cousin qui a passé un an en Angleterre et qui parle très bien l'anglais, je vais lui dire de traduire. Et en fait, ça n'a rien à voir. Tu peux parler très bien 2 langues, 3 langues, mais si tu ne sais pas traduire, voilà, c'est un métier qu'il faut apprendre. C'est pas juste j'apprends l'anglais et là je sais traduire. C'est très difficile. Et parfois, c'est quelque chose que moi j'aime pas du tout, c'est que quand tu dis, voilà, je parle anglais, je parle français, et tout de suite, il y a, qu'est-ce que ça veut dire ça en anglais? Comment est-ce que tu dis ça? Et si tu ne le sais pas en ces moments, voilà, si tu ne sais pas les mots, dans ces moments, c'est, ah mais en fait, tu ne parles pas. Et là, c'est horrible, on n'est pas des dictionnaires. Merci beaucoup. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu faire moi aussi, à te poser comme question. Merci pour toutes ces explications, Patricia. Il me semble que pour clôturer, est-ce qu'on a encore des questions, Thomas? Évidemment qu'on a encore des questions. On va déborder un petit peu, mais c'est pas grave. S'il y a des questions, c'est que ça intéresse tout le monde, donc ce serait dommage de s'arrêter là. Euh, Déjà, une première question de Eddie. Est-ce que c'est un métier qui est courant? Est-ce qu'il y a beaucoup de traducteurs et de traductrices? Bon, merci Eddie. Oui, oui, je crois qu'il y a pas mal, mais vous savez quoi, il y a beaucoup plus de traductrices que de traducteurs. C'est un métier c'est pareil, qui intéresse plus aux filles qu'aux garçons. Je ne sais pas pourquoi. Et oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal des traducteurs et il y a pas mal aussi d'interprètes. Peut-être des interprètes, il y a un peu moins, mais oui, il y en a pas mal. Ok. Alors la question suivante, qui nous vient encore de Armin, qui voudrait que tu nous expliques un petit peu plus le concept, enfin l'utilité des cabines. Pourquoi est-ce que vous êtes en cabine et quand est-ce qu'on les utilise, ces cabines? D'accord. Bon, en fait, ça dépend du client, en fait, mais la cabine, surtout, ça sert à insonoriser, en fait, parce que, comme je disais, c'est un métier où tu as besoin beaucoup de concentration. Alors, c'est pour ça qu'on a toujours, même si on est dans une cabine, on a toujours les casques. Les sons doivent arriver directement sur nos oreilles. Et la cabine, ça sert à insonoriser. On n'entend rien du tout. Et, aussi, à l'envers, la cabine, ça sert parce que quand on est en train de parler tout le temps, si on est dans une conférence où il y a un public qui est en train d'écouter la personne qui parle, et nous, on parle à côté, voilà, ils vont nous entendre parler. C'est pour ça qu'ils nous mettent dans une cabine. Comme ça, les personnes qui veulent écouter la personne qui parle dans sa langue originale, ils ne doivent pas nous entendre. Voilà. Alors, ça insonorise pour nous et ça insonorise aussi pour les gens. Parfois, pour questions budgétaires, ils préfèrent ne pas prendre des cabines. Alors, moi, vraiment, on essaye toujours de dire aux clients qu'il faut utiliser parce que pour nous, c'est beaucoup mieux parce qu'on est plus, voilà, on est plus concentré, on n'a pas les bruits et surtout, on n'a pas les gens qui nous regardent tout le temps en train de travailler. On est un peu à l'écart. Les gens oublient un peu qu'on est là parce que sinon,
Parfois, il y a des gens qui aiment bien se mettre juste à côté des interprètes et nous regarder comme ça. Et c'est un peu ça déconcentre un peu. Et, voilà. Mais moi, je dirais que c'est plutôt l'insonorisation. C'est mieux. C'est mieux. Après, par exemple, quand il y a il y a des moments où il faut, par exemple, parfois, tu peux aller dans une interprétation où on va pas être tout le temps dans le même endroit. Et on va bouger. Alors, dans ces cas, c'est mieux d'avoir des dispositifs mobiles. Et alors, si on est dans une pièce, alors on va se mettre à l'écart. On va aussi avoir les casques, mais on va se mettre loin et on va parler un peu moins fort pour ne pas déranger les autres. C'est pas Super, si merci bien beaucoup. répondu. Oh bah oui, je crois que c'était assez clair. Donc voilà, les cabines, nous résume Armin, servent à ne déconcentrer personne et à pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est bien ça? Voilà, c'est Mhm. plutôt ça. Ouais, c'est très bien résumé. Et il y a Mélissandre et Emma qui voudraient savoir s'il y a beaucoup de travail en France pour les interprètes. Et oui, il y a beaucoup de travail en France. Bon, en fait, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup plus à Paris, par exemple, mais à Paris aussi, il y a beaucoup plus d'interprètes. Alors, voilà, ça dépend, mais oui, il y a pas mal de travail. Après, moi, par exemple, je vis pas loin de Toulouse. À Toulouse, un petit chat. Euh, à Toulouse, voilà, il y a aussi du travail. Et après, ça arrive, comme je disais, ça arrive, par exemple, c'est une entreprise française qui, moi, la dernière fois le dernier travail que j'ai eu, c'était une entreprise française qui faisait un voyage en Espagne. Alors, voilà, c'est l'entreprise française qui m'a embauchée, mais en fait, moi j'ai fait le travail en Espagne. Alors, ça arrive aussi que tu vas voyager et t'envoies dans d'autres pays, dans d'autres villes. Voilà. Ça marche. Et une dernière question, parce qu'après on va vraiment trop dépasser l'heure qui nous est impartie. Quelle est la langue la plus demandée pour l'interprétariat? Est-ce qu'il y a un classement comme ça? Bon, moi, je dirais que l'anglais, l'anglais, c'est la plus demandée. Et oui, il y a l'anglais, l'espagnol. Et je crois que là, bon, peut-être il y a chaque fois plus, il y a les Chinois. Euh, mais moi, je dirais que c'est l'anglais, la langue. Parce que parfois, en fait, on peut avoir une conférence qui se tient, je sais pas, mais en France ou dans un autre pays, et pour pas devoir avoir autant d'interprètes, ils vont décider que la langue officielle, c'est l'anglais, et comme ça, on fait l'interprétation dans d'autres langues, mais non, on n'est pas tout le temps en train de changer les langues. Merci beaucoup. Je crois que ça répond à Mais la question. Bah écoute, Mégane, je te laisse nous dire le mot de la fin. Bah, merci beaucoup en tout cas pour Patricia et toutes ces explications. C'était hyper intéressant. On a eu pas mal de questions, donc c'était chouette. Il y a Mélissande d'ailleurs qui est en train de te remercier avec Emma. Donc du coup, bah, je te remercie encore. Du coup, pour tous ceux qui ont participé au live, il y a Thomas qui va vous envoyer dans le chat un petit questionnaire à remplir en 2 secondes. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour nous faire un petit retour, pour voir à quel point ça vous a plu et nous donner peut-être des conseils pour nos prochains lives. Il y a également des lives métiers qui sont prévus pour la semaine prochaine. Thomas va vous envoyer également le lien stagedécouvert.fr/live de la plateforme pour pouvoir vous inscrire à nos prochains lives. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont Instagram et Twitter, donc @myfuturapp. Donc voilà, je vous remercie à tous. On a passé un agréable moment et on a appris beaucoup de choses avec toi. Donc ça donne envie de parler des langues et tu nous as fait un petit peu voyager malgré le temps du confinement. Eh oui. Non, merci à vous pour cette opportunité. J'ai beaucoup aimé de parler de mon métier que, comme vous voyez, j'aime beaucoup. Et merci pour toutes vos questions. C'était des très bonnes questions. Et voilà, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va décider
peut-être de se mettre à traduire après cette conférence. Merci beaucoup, Patricia. Au revoir. Au revoir.